vous savez très bien que en général, il y a ceux qui raisonnent et il y a ceux qui raisonnent. Et en Alors, on classe Gallo Soglo dans quelle catégorie dans ce cas? En l'espèce, oui. je crois que entre le père et le fils, il y en a un qui raisonne encore mieux que l'autre. C'est qui? Qui raisonne encore mieux que l'autre. Nonobstant le poids de la majesté des ans qu'il a accumulé. D'accord. Alors, qui raisonne et qui raisonne entre Soglo et Gallo? Quand un homme d'État parle, les esprits libres écoutent. Mais quand un gouvernement panique et insulte, c'est la vérité qui dérange. Chers amis, bienvenue encore une fois sur ma chaîne Achille Free. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vous parle d'une sortie fracassante de Gallo Soglo, un homme politique aguerri, ancien ministre, ancien député, polyglotte, écrivain, penseur. Et pourtant, certains osent dire qu'il ne fait que raisonner au lieu de raisonner. Waouh! Incroyable, n'est-ce pas? Ceux-là même qui passent leur temps à brandir le code du numérique pour faire taire toutes les voix dissidentes sont aujourd'hui les premiers à insulter ceux qui pensent autrement. Ce sont les mêmes qui nous demandent de respecter les institutions pendant qu'eux-mêmes piétinent l'intelligence, la dignité, l'opinion des autres. Mais, chers internautes, dites-moi, entre nous, soyons un peu honnêtes. Entre un homme politique qui a contribué au débat démocratique dans un Bénin envié, au moment où la démocratie avait encore son droit de citer dans notre pays, le Bénin, et un porte-parole du gouvernement dont le seul rôle est de répéter ce que le chef pense, qui des deux raisonne vraiment? Soyez honnêtes, dites-le-moi, qui des deux raisonne? Maintenant, parlons chiffres. 650 000 francs CFA. C'est la dette que chaque enfant béninois porte dès sa naissance. Un bébé né ce matin à Cotonou ou à Djougou, même celui dont les parents n'ont pas pu payer 10 000 francs après accouchement, traîne cette dette. Pour emprunter les propos du président Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire, nous traînons un digba dette. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Gallo Soglo. Et ce n'est pas tout. On apprend que le fameux chic, l'hôpital que le régime présente comme une victoire, n'appartiendrait même pas au Bénin. La France détiendrait 80% des parts. Et ce projet, il date en réalité de l'ancien régime. Vous comprenez alors pourquoi la directrice de l'hôpital serait une Française? Dans ce pays, si tu ne te cultives pas, si tu ne fais pas des recherches, ces gens risquent de te faire avaler des couleuvres. Pendant qu'on parle de dette et de santé publique, que se passe-t-il? C'est quoi l'actualité? Qu'est-ce qu'on peut se mettre sous la dent? Des enlèvements ciblés, des arrestations sans transparence. Prenons l'exemple du journaliste Hugues Sossoupé. Même si pour certains dans la République, être journaliste, c'est détenir une carte de presse. Voilà jusqu'où nous sommes tombés. On apprend que plusieurs personnes auraient déposé des plaintes contre lui. Un certain monsieur Jean-Claude au nom de Vital, le DG de Sanlam Assurance au nom de sa société, une magistrate de la CREIT. Et cette magistrate, ce serait celle-là même que M. Boko Olivier avait accusé d'avoir des liens intimes avec quelqu'un dans le pays. Quelqu'un qui l'accusait. Et à l'époque, on nous parlait de juger parti. Vous vous rappelez? On dirait que l'histoire se répète. Puisque d'après nos informations, malgré qu'elle ait une plaignante, elle sera aussi juge. Aujourd'hui, des audios circulent. Il laisse entendre que ce serait justement la vraie raison de l'enlèvement de notre frère Hugues Komlan Sossoupé. Un vrai kidnapping d'État? L'avenir nous le dira. Mais nous allons suivre le dossier. Mais en attendant, le collectif des organisations démocratiques du Bénin lance un appel clair et fort. Là, vous avez un communiqué dont je vais vous faire la lecture. Donc, je vous ferai la lecture de ceci et juste après, je vous laisse entendre M. Gallo Soglo lui-même. Un homme libre, un homme debout, dans un pays où l'opacité règne en maître. Alors, je vous fais lecture du communiqué. Collectif des organisations démocratiques du Bénin, CODB. Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples, ODHP. Front patriotique, FP. Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB. Mouvement des femmes pour la liberté et le progrès, MFLPP. Collectif des organisations de la jeunesse patriotique, démocratique et panafricaniste, COJPP. Appel à manifestation le mercredi 23 juillet 2025. Trop c'est trop, halte aux enlèvements. Il s'observe depuis quelque temps des actes de kidnapping de citoyens en violation des normes internationales,
des libertés élémentaires et de garanties de protection physique et morale. C'est comme cela que le 10 juillet 2025, notre compatriote Hugues Komlan Sosokwe, en exil au Togo depuis 2019, a été enlevé à Abidjan dans sa chambre d'hôtel avec la complicité active du gouvernement ivoirien qui l'a invité pour soi-disant couvrir la première édition de l'Ivoitech du Forum. Cet enlèvement fait suite à plusieurs autres cas enregistrés, tels que les enlèvements de Steve Amoussou, Julien Kandé-Kansou, Ali Chola Zulkif, Shadrach Ouattoué Hounibo, etc. Trop, c'est trop. Le pouvoir du président Talon persiste ainsi dans la violation quotidienne des libertés d'opinion, d'association, de manifestation et du respect de l'intégrité physique de l'individu. Plus aucun citoyen, qu'il réside à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, n'est désormais en sécurité. C'est pourquoi un collectif des organisations démocratiques du Bénin, CODB, félicite toutes les organisations et voix protestataires qui de partout ont levé de vives protestations et condamné l'enlèvement du journaliste Hugues Komlan Sosokwe. Invite à poursuivre les protestations partout et à exiger la libération immédiate de Komlan Hugues Sosokwe et de tous les détenus politiques qui peuplent actuellement les prisons du Bénin. Le CODB appelle à une mobilisation générale à travers tout le pays le mercredi 23 juillet 2025 de 12h à 15h à travers des manifestations publiques pacifiques MPP. Peuple du Bénin, jeunes, travailleurs, femmes des marchés, artisans, étudiants, paysans, transporteurs, élèves et étudiants, apprentis et stagiaires, mobilisez-vous massivement pour dire trop c'est trop, hâte aux enlèvements. Sur les places publiques, dans les marchés, dans les ateliers, dans les champs, dans les rues, dans les lieux de culte, dans les bureaux, etc. Organisez-vous pour protester contre les enlèvements crapuleux et barbares dans notre pays. Trop c'est trop, on en a marre. Fait à Cotonou le 18 juillet 2025. Ont signé Maître Aboubakar Baparapé, président de l'ODHP, Emma Atikparoun, présidente du MFLPP, Laurent Métoyon, coordonnateur général FP, Damien Z. Degbe, porte-parole COJPP, et M. Mampo N. Kassa, SG de la CSTB. Voilà. Maintenant, je vous laisse suivre un extrait de cette déclaration de M. Galeou Sougou. Quant à moi, retrouvez-moi très bientôt. Ciao. Je tiens à rappeler à nos concitoyens qu'il y a à la fois au niveau fiscal, et ça se décline après au niveau social, une injustice. Vous savez, les politiques doivent répondre à des considérations économiques pour emmener leurs concitoyens à un mieux-être. Et vous avez, en tant qu'économiste, deux moyens de pouvoir appliquer une politique juste vis-à-vis de vos concitoyens. Soit vous faites une politique de soutien à la consommation, soit vous faites une politique de soutien à la production. Et je vais m'expliquer. Allez-y. On a une équité par rapport à une taxe que tout le monde connaît, la TVA. Nous la payons tous, qu'on soit consommateur ou qu'on soit producteur. Ça veut dire, vous et moi, quand nous achetons un produit, on le paye et la TVA est appliquée sur le prix du produit que nous achetons. De la même façon, les entreprises sont obligées de reverser à l'État, aux recettes fiscales, cette TVA de 18,6%. Donc, on peut dire qu'il y a une certaine équité vis-à-vis de l'ensemble de notre population. Mais là où nous nous rendons compte qu'il y a une injustice fiscale, c'est qu'aujourd'hui, depuis l'avènement de la gouvernance Talon dans notre pays, la majorité de nos concitoyens, si vous prenez la politique de la production, c'est-à-dire vis-à-vis des PME, PMI, vous avez, on ne va pas rentrer dans les différentes taxes et impôts, mais aujourd'hui, on se rend compte que les prélèvements fiscaux vis-à-vis des petites et moyennes entreprises sont trop importantes. Trop d'impôts tue l'impôt. Et donc, finalement, vous vous rendez compte que la richesse nationale, en termes d'emploi, en termes de recettes fiscales, est moindre. Ce qui veut dire que les PME et les PMI ne bénéficient pas réellement
des avantages dont elle aurait bénéficié. Dites-moi, est-ce que vous trouvez juste que 80 de notre système économique est informel? Ceux qui sont donc fortement imposés, c'est les petites et moyennes entreprises dans notre pays. On a fait une réforme fiscale. Ce qu'on a enlevé d'une main, on l'a repris de l'autre. Quand vous écoutez aujourd'hui les PME, PMI, elles vous disent il y a trop d'impôts. Mais dans le même temps, quand vous prenez les grandes entreprises que nous trouvons à Glojigbe, elles ont droit à des exonérations fiscales sur 17 ans, 20 ans. Elles ne paient pas d'impôts. Elles font de l'optimisation fiscale. C'est-à-dire qu'elles ont des holdings qui sont basés à Jersey, aux Seychelles, et donc elles ne payent pas d'impôts au Bénin. Les entreprises ivoiriennes qui travaillent aujourd'hui au Bénin ne payent pas d'impôts au Bénin. Elles font aussi de l'optimisation fiscale en vous disant « nous payons déjà des impôts en Côte d'Ivoire ». Mais malheureusement, nous savons très bien que ces entreprises qui sont basées en Côte d'Ivoire ont aussi des holdings qui ne payent peu ou très peu d'impôts, même en Côte d'Ivoire. Le problème, c'est que nos compatriotes doivent savoir que cette injustice, elle n'est pas coulée dans le marbre, c'est une volonté politique. Comme je le dis, demain, dans les mêmes capacités, on va réajuster et faire en sorte que les grandes entreprises payent réellement des impôts au Bénin, qu'elles soient à Glojigbe ou qu'elles soient des entreprises ivoiriennes ou marocaines ou étrangères. Parce que nous devons faire en sorte que l'ensemble des acteurs économiques puissent contribuer à la richesse de notre pays, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. De la même façon, quand vous prenez une politique de la consommation, c'est-à-dire que vous voulez donner du pouvoir d'achat aux consommateurs, vous vous rendez compte que, avec l'avènement du régime Talon, des ménages avaient la possibilité d'avoir des abattements, parce que peut-être que ça ne vous concerne pas, mais un ménage qui a un enfant avait droit à des abattements, par exemple, de 10%, 2 enfants, 15%, 3 enfants, 20%, 4 ou 5 et plus, 32%. Le régime de Talon a décidé, en 2020, d'abandonner cet abattement. Donc, vous retirez du pouvoir d'achat à déjà des ménages qui ploient sous le coup d'un marasme économique, et donc, ça rajoute, vous voyez, à cette injustice fiscale. Il faut pouvoir laisser respirer à la fois les entreprises et laisser respirer les consommateurs. Je vous donne un exemple précis. Sous la gouvernance du président Boni Yayi, on a accordé des subventions à des familles au niveau de la santé, aux dialysés. Vous vous rendez compte que quelqu'un qui tombe malade et qui est obligé de faire des dialyses, c'est 70 000 francs par dialyse. Vous en avez 2 par semaine, 140 000 francs. L'État, oui, peut subventionner et doit subventionner les dialysés. Comme dans le cas des mamans qui accouchaient, on a dit par césarienne, on va subventionner cela. Oui, c'est une politique sociale qui a été mise en place, et je vous donne un exemple précis, au Brésil. Pourquoi pensez-vous que le président Lula a-t-il été réélu? Parce qu'il a pu sortir de la pauvreté 40 millions de Brésiliens, qui étaient en particulier des Brésiliens noirs, par des politiques ciblées, sociales. Aujourd'hui, moi, je considère que la politique qui est faite et qui est menée par le président Talon est une politique brutale, néolibérale, alors que nous sommes un petit pays pauvre et que dans des petits pays pauvres, il faut d'abord s'occuper de ceux qui n'ont pas décidé de naître dans telle ou telle famille, mais qui sont les plus fragiles et qui sont les plus déshérités. L'État doit les accompagner, doit pouvoir les protéger. Dites-moi, en quoi l'État aujourd'hui protège les paysans?
Quand les paysans qui travaillent dans des conditions difficiles, vous savez, il y a des gens qui sont dans des bureaux climatisés et qui vous disent, bon ben écoutez, nous, on prend le soja, on en a besoin, là où les paysans pouvaient le vendre à 500 francs ou 400 francs CFA le kilo, aujourd'hui on les oblige à le vendre à Glodibé à 230 francs CFA le kilo. Vous savez, ces gens-là n'ont jamais travaillé la terre. Moi j'ai été entrepreneur, pendant 5 ans j'ai travaillé la terre. On doit respecter les paysans, c'est eux qui nous nourrissent, on doit faire en sorte de les accompagner. Vous devez aimer les gens. Si vous n'aimez pas les gens, vous n'allez pas faire une politique efficace pour vos concitoyens. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui est qu'on ne peut pas quantifier. En quoi consiste l'amour dans ce contexte? Ben, si vous avez de l'amour pour vos concitoyens, vous allez vous dire, mes concitoyens, ils peuvent vendre, je prends un exemple précis, le soja à 500 francs CFA le kilo sur le marché international ou le marché sous-régional. Pourquoi moi, je devrais les obliger à vendre ce soja à 230 francs ou 240 francs CFA le kilo à Glodibé, soi-disant, c'est qu'on le prend pour le transformer. D'accord, ok. Si on dit ça, les richesses des entreprises qui prennent ce soja-là, je vous l'ai dit tantôt, ne payent pas d'impôts, font de l'évasion fiscale, et donc on a un double impact négatif sur les paysans qui voient leurs revenus décroître, mais en plus, malheureusement, elles n'ont pas une aide au niveau des subventions sociales vis-à-vis de leur famille, etc. Donc, je pense que c'est une politique qui est faite par des hommes d'affaires. Des lois électorales votées par les députés qui restreignent aujourd'hui le paysage politique de notre pays. Je pense qu'il est important de rappeler à nos auditeurs et à nos concitoyens que des milliers de Béninoises et Béninois se sont battus dans les années 80 pour nous amener à cette fameuse conférence nationale qui a été pour notre pays un ballon d'oxygène important, qui a révélé notre pays sur le continent africain et qui nous a permis, pendant près de 30 ans, d'aller à des élections, même si elles n'étaient pas parfaites, mais dans la convivialité, malgré tout, où on a pu reconnaître des défaites. Je crois que je fais partie de ceux qui ont reconnu des défaites, même si elles étaient amères. Et depuis l'avènement en 2016 du président Talon, qui a eu la chance de pouvoir compter sur cette vitalité de notre démocratie. Malheureusement, depuis 2019 et un peu avant, je considère que notre pays a basculé dans autre chose. Pour vous, le pays a basculé dans autre chose, mais depuis l'avènement de Patrice Talon au pouvoir, on a constaté qu'il y a eu une kyrielle de réformes qui ont été opérées pour réformer le paysage politique. On a parlé de la réforme du système partisan. Vous êtes un acteur politique. Pour vous, est-ce que cette réforme n'était pas pertinente? Oui, elle est pertinente. Personne ne peut remettre en question cette réforme du système partisan. Mais comme vous voyez... Aujourd'hui, cette réforme, elle a été totalement dévoyée. Parce que quand on parle de réforme d'un système, en particulier d'un système partisan au niveau politique, c'est pour amener un peu plus d'équité, de transparence, et aussi une meilleure compétition concernant les partis politiques. Je parle donc d'équité, de transparence, et plus de démocratie. Nous avions un système que nous avons intégré dans la loi fondamentale de notre Constitution. On y reviendra sûrement tout à l'heure. Oui. Des 10%, c'était un système proportionnel. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a dévoyé ce système partisan. On en a fait une caisse de résonance pour restreindre les candidatures de certains candidats. Mais pour moi,
ce qui ressort de façon négative, c'est-à-dire que le vote, ou en tout cas la participation active des populations à des élections, est remise en cause par ce système partisan qui en fait a été, comme je le dis, dévoyé pour faire en sorte qu'une personne avec son clan puisse conserver le pouvoir pendant des décennies dans notre pays. Et donc, ces réformes-là, ces initiatives, elles ne sont pas inclusives selon ce que vous êtes en train d'expliquer. Exactement. Elles empêchent les autres aussi de participer de leur plein droit à ce qui est normalement... Exactement. OK. Et en tant qu'observateur avisé de la scène politique, selon vous, donc, vous voyez en cela une résiliation populaire ou un regain d'engagement? Je répète toujours aux concitoyens que je rencontre que la peur, elle est légitime. Vous savez, il y a eu un schisme qui s'est abattu sur nous en 2019, quand on a tiré sur les populations, et qui a entraîné véritablement une peur dans le cœur de nos concitoyens. La peur, elle est tout à fait légitime, il n'y a que le fou qui n'a pas peur. Mais à un moment donné, il faut aussi rappeler à nos concitoyens que la résignation, c'est une double peine. Vous vivez des moments difficiles par des choix politiques qui sont menés par ce gouvernement. On y reviendra sans doute tout à l'heure, où je vous montrerai en quoi ce système amène ou entraîne un décalage dans ce qu'on nous présente et la réalité que nous vivons. Mais toujours est-il, j'aimerais rappeler à nos concitoyens quelque chose de majeur. Oui, allez-y. En 2019, l'exclusion de l'ensemble de l'opposition a permis au président Patrice Talon de verrouiller totalement notre pays au niveau politique. Verrouiller? Totalement. Vous savez, en 2019, le fait que l'opposition n'ait pas eu de députés à l'Assemblée nationale a permis aujourd'hui une caisse de résonance inique et unique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aucun membre de l'opposition n'est à la Sénat. Aucun membre de l'opposition ne se trouve à la Cour constitutionnelle. Aucun membre de l'opposition ne se trouve dans les démembrements qui vont conduire au processus électoral. Et vous voulez me faire croire à moi que c'est légal? C'est-à-dire que le président Patrice Talon, le gouvernement en place, le président du gouvernement en place, il favorise essentiellement les gens selon ses intérêts? Bien sûr. Est-ce que l'opposition a été véritablement exclue en 2019? Est-ce qu'il y a eu exclusion ou incapacité de l'opposition à compétir? Non, écoutez, vous savez, ce que je trouve assez invraisemblable dans les pays africains, c'est qu'à chaque fois, nous jouons avec des questions de loi, des questions juridiques. Si quelque part vous faites bien, mais laissez les gens compétir. Je vais vous dire, si le président Yahi Boni avait voulu empêcher le président Talon ou n'importe qui d'autre de compétir en 2016, il aurait mis des lois d'exclusion. Il faut qu'on arrête un peu de nous prendre tous pour des imbéciles. On a tous un cerveau pour réfléchir. En 2019, la question du quitus fiscal et tout ce qu'il en a décliné, c'était pour empêcher l'opposition. C'était un plan, à mon avis, qui était bien pensé. Si vous éliminez l'opposition, ben vous avez un Parlement qui est aux ordres, des députés nommés par le président Talon, et qui ont fait en sorte que ce bateau puisse continuer à voguer sans remous. Après, vous savez, j'entends bien souvent cette litanie qui veut dire que ne pas aller à des élections, ce n'est pas quelque chose qui est bien. Il faut absolument aller aux élections parce que la politique de la chaise vide n'est pas une bonne chose. Les absents ont toujours tort. Voilà. Mais dites-moi, qui nous a balancé cette litanie grotesque? Je ne vais pas citer ceux qui ont... mais il y avait des gens qui soutenaient des dictatures et pour pouvoir faire passer la pilule, ils ont dit, bon, écoutez,
chers amis dictateurs, ouvrez un tout petit peu, vous allez faire venir quelques opposants. Bon, ils sont là juste pour dire que bon, il y a une opposition, mais finalement, dans le fond, elle n'a aucun moyen de pouvoir infléchir une politique arbitraire, et donc la plupart de ces oppositions étaient là juste pour faire beau, hein, et faire en sorte que au niveau international, il y a un maquillage. Pour faire beau. Oui, pour faire beau. Après, vous savez... Ce qui est dit que l'opposition ne joue pas bien son rôle. L'opposition actuelle répond-elle à cette caricature? Ce que je veux vous faire rappeler, Oui. je suis un acteur politique depuis plus de 30 ans. Donc je sais très bien que la politique de la chaise vide n'est pas une bonne chose. Mais rappelez-vous, en 2001, on a préféré, nous, à la Renaissance du Bénin, faire en sorte que notre candidat se retire de cette mascarade. On a été suivi par le président Adrien Ogbedji parce qu'on ne voulait pas cautionner une mascarade au niveau international. Mais on n'est pas les seuls. Aujourd'hui, le système qui est mis en place par la gouvernance Talon, c'est d'empêcher des gens comme moi ou d'autres de pouvoir nous présenter face à nos concitoyens en disant « voilà ce que nous avons dans le ventre, voilà ce que nous voulons proposer et voilà ce que nous allons faire de différent par rapport à ce qui est fait depuis près de 10 ans. » Gagnon Soglo, avez-vous encore le désir irrésistible d'être candidat en 2026 lorsqu'on vous entend à l'instant? Je vais vous dire, c'est une question majeure. Je n'exclus rien, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas l'être, mais dans l'état actuel, où on a tout verrouillé, il est difficile de pouvoir se projeter et de dire on va être candidat. Vous vous sentez limité? Bien évidemment, quand on fait en sorte à la fois de donner des parrainages aux prochains candidats, si vous n'avez aucun membre de votre formation politique à l'Assemblée nationale, il vous est difficile de pouvoir concourir à ces élections. Mais ce que je veux dire, messieurs, mesdames, c'est que, comme je l'ai dit, nous sommes dans un système qui est à la fois mauvais pour notre pays, dans le sens où on a une fracture entre les quelques personnes qui gravitent autour du pouvoir et l'entière majorité de notre population. Et donc, les gens proposent des politiques. À nous d'expliquer à nos concitoyens qu'on peut faire différemment et qu'on peut demain donner beaucoup plus de pouvoir d'achat à la fois aux ménages et avec des politiques ciblées aux entreprises. Comme je le dis, nous avons la TVA. Demain, si vous priorisez en disant telles entreprises doivent payer tant d'impôts si elles sont dans une tranche fiscale à temps, les choses sont claires. Je suis né, je mourrai renaissant. Après, la Renaissance du Bénin aujourd'hui n'existe plus, Gagnon Soglo. Oui, bon, vous savez... Vous voulez la reconstituer? Les artifices juridiques, vous savez, des hommes font des lois. D'autres hommes peuvent venir pour défaire ces mêmes lois. Il ne faut pas avoir peur. Vous en faites partie. Il ne faut pas avoir peur de la traversée du désert. C'est sous ce régime qu'on a tiré sur des populations. C'est sur ce régime, parce qu'il faut être factuel. Vous voyez, c'est sur ce régime qu'on a tiré sur des gens. C'est sur ce régime qu'on a vu des gens, pour des questions politiques, mis en prison. C'est sur ce régime où, pendant ce régime, qu'on a pu me tirer dessus, ancien ministre, ancien député, fils d'un ancien président. C'est sous la gouvernance Talon qu'on a tiré sur 2 présidents et sur une ancienne première dame. Je crois que ce sont des choses pour lesquelles je continuerai à me battre parce que je considère que la liberté d'expression, elle n'a pas de prix. Vous savez, madame, mon père a été président de la République de ce pays. Je connais, ça fait plus de 30 ans que je fais de la politique. Je mets au défi, je dis bien je mets au défi, n'importe lequel de nos concitoyens de dire que quand mon père a été président de la République, j'ai abusé d'une position déterminante. Parce que nous savons que dans nos pays, quand tu es président, tu es presque un demi-dieu. J'ai été ministre pendant 4 ans. Je n'ai pas abusé de ma fonction de ministre pour
enlever telle ou telle personne. Donc, oui, moi je me bats pour la liberté d'expression, pour le fait que des gens puissent avoir des opinions différentes de la mienne et puissent l'exprimer sans qu'on les embastille et sans qu'on puisse les traiter de tous les mots. On parle de la dette, peut-être que nos concitoyens ne s'en rendent pas compte, mais chaque enfant qui naît aujourd'hui au Bénin a au-dessus de sa tête 650 000 francs CFA de dette. La dette, vous voyez, d'abord, il y a une opacité de la dette. On ne sait pas exactement si cette dette sert à des investissements structurants. Oui, le seul investissement structurant que nous avons, c'est Aglo-Djiboué. On ne sait pas. C'est un bel investissement. Oui, mais attention. Est-ce qu'il participe au PIB de notre pays? Oui, dans une certaine mesure, mais pas pour les Béninois, dans leur globalité. Comme je vous l'ai dit, on ne sait pas qui sont les actionnaires de ces entreprises. On sait qu'elles ont droit à des exemptions importantes, qu'elles payent peu ou prou d'impôts, que le Code du travail met dans une situation difficile les travailleurs, qui sont pratiquement dans un esclavage moderne, parce que quand vous n'avez aucun droit, on a beau dire que c'est une réforme, pour moi, c'est un recul. Quand les gens, si vous avez des enfants avec lesquels vous vous êtes endettés pendant des années pour qu'ils aillent à l'école, qu'ils aient de l'instruction, un diplôme, et que demain, ils arrivent dans une entreprise et qu'on peut les foutre dehors du jour au lendemain sans aucun droit, sans même leur dire pourquoi on les met dehors, et on leur serre la main en leur disant, bon, à la rigueur, tu as 6 mois de salaire, allez, circule, il n'y a rien à voir. Moi, je ne crois pas que ça soit une avancée, c'est un recul. Donc, la dette, elle est opaque, mais pire, quand vous rentrez dedans, et je ne veux pas non plus trop bassiner les oreilles à nos concitoyens qui ne sont pas forcément des financiers, des économistes. Justement, parce que, mais oui. il faut vous dire que, Oui. comme je le dis, aujourd'hui, 70% de notre budget sert à rembourser les intérêts de la dette. C'est énorme. Ça veut dire que sur des pans entiers de l'économie de notre pays, l'éducation, la santé, Makano Soglo, que dites-vous des institutions de Bretton Woods qui félicitent la santé de l'économie béninoise? Alors, vous savez, je vous remercie, M. Kader, c'est une très, 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 très bonne question que vous posez. Moi, j'ai la chance d'avoir un père qui a été 8 ans administrateur de la Banque mondiale. Les gens de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, il faut que nos concitoyens sachent quelque chose. Ce sont des fonctionnaires internationaux. Quand ils viennent dans notre pays ou dans d'autres pays, on l'a vu dans le cas du Sénégal, où il y a un scandale qui vient d'éclater, les documents, les statistiques sur lesquels ils travaillent, ce n'est pas eux qui vont dans un pays, qui s'asseyent pendant des mois pour faire une revue d'effectifs. Ils s'appuient sur les statistiques que leur donnent les gouvernements. Je tiens à rappeler à nos concitoyens qu'un grand pays comme la France, 5e ou 6e puissance économique mondiale, l'ancien Premier ministre, M. Barnier, qui n'est resté Premier ministre que pendant 3 mois, a révélé quoi aux Français? Que pendant des années, l'ancien ministre de l'économie et des finances avait maquillé des comptes, d'accord? Et que quand il est arrivé au pouvoir, en tant que Premier ministre, il a vu une dette abyssale qu'on avait maquillée. Alors, vous savez, le satisfecit de la Banque mondiale et du Fonds monétaire, mais c'est un satisfecit qu'il faut prendre de façon très mesurée. D'abord parce qu'eux-mêmes vous disent, c'est avec vos chiffres qu'on fait une revue d'effectifs. On l'a vu aujourd'hui au Sénégal, avec une dette cachée de plus de 7 milliards de dollars, les problèmes que ça engendre au nouveau gouvernement, parce que l'État étant une continuité, vous ne pouvez pas dire « je balaye d'un revers de la main les dettes qu'a contractées le précédent gouvernement ». Vous êtes obligé, sinon les bailleurs de fonds vont vous tomber dessus et vont vous couper le robinet. D'accord? Donc, quand on relativise, il faut relativiser, et comme je le dis,
quand vous avez affaire à des néophytes, vous pouvez leur faire passer tout et n'importe quoi. Moi, comme je l'ai dit, la question de la dette, ça fait des années que j'en parle dans notre pays, où je dis attention. Cette dette, elle est dangereuse. Pourquoi? Vous vous rendez compte que 80% de notre dette est une dette extérieure et non pas une dette intérieure. Quand vous avez une dette intérieure qui est gagée sur les épargnes de vos concitoyens, sur les fonds de pension dans les assurances ou dans les banques, vous pouvez diminuer un risque de taux de change, alors que ce n'est pas le cas si 80% de votre dette est libellée sur des emprunts extérieurs. Sur ces emprunts extérieurs, 60% est en euros, 10% est en dollars, et 20 ou 30% en francs CFA. Ça conditionne. Il faut bien comprendre que demain, si vous avez... vous savez, j'ai été trader ou plutôt cambiste sur les marchés financiers. Un demi-point, je dis bien un demi-point de différentiel de taux d'intérêt a des conséquences énormes en termes de valeur par rapport au risque de change. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si demain, les taux d'intérêt qui sont aujourd'hui assez stables augmentent brutalement, que ce soit en dollars ou en euros, votre dette, en tout cas les intérêts de votre dette, vont être doublés, voire triplés. Êtes-vous en train de dire par là que le Bénin est surendetté? Vous savez, en un mot. Mon point de vue personnel, on peut être dans une situation critique. Ok. Oui, mais comme je vous le dis, là encore, je suis un économiste, je vais essayer de chercher des éléments, mais comme il y a une opacité au niveau de nos gouvernants, qui ne jouent pas la transparence, donc on ne peut faire que des extrapolations. Mais on va chercher à avoir des informations? Oui, on essaye, mais bon, c'est pas si simple. Mais on se dit simplement que ce qui est arrivé au Sénégal est très probablement ce qui peut arriver au Bénin. Maintenant, comme je dis, il faut que les gens se rendent compte que cette dette, elle n'est pas structurante. C'est-à-dire que ce n'est pas une dette qui s'appuie dans des secteurs comme la santé. Je vais vous donner un exemple précis. Il y a une forte inégalité au niveau de la santé dans notre pays. L'OMS nous dit qu'il faut à peu près un médecin pour 10 000 habitants. Aujourd'hui, nous avons un médecin au Bénin pour 14 000 habitants. Et ce chiffre gonfle à un médecin pour 25 000 habitants dans le nord de notre pays. Dans le même temps, vous avez droit, l'OMS encore, nous dit qu'il faudrait à peu près 6 infirmiers ou sages-femmes pour 10 000 habitants. D'accord? C'est la norme. 6 infirmiers, non. 14 infirmiers et sages-femmes pour 10 000 habitants. C'est la norme en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, au Bénin, vous avez 6 infirmiers et sages-femmes pour 10 000 habitants. Il y a une faillite. Donc, cela a des avantages, parce que le secteur sanitaire. Parlant du secteur sanitaire, il y a quand même le CHIC qui a vu le jour sous Patrice Talon. Kainou Glovo qui avait effectué quand même beaucoup de voyages, qui avait vu beaucoup de choses à l'étranger. Oui. N'est-ce pas quand même une belle initiative, le CHIC? Oui, mais ça prouve simplement, ça ne fait que montrer les inégalités que nous constatons à la fois... Elles sont évidentes, ces inégalités. Non, mais attendez, d'abord, l'État est une continuité. Il faut rappeler à nos concitoyens que c'est sous le président Yahi Boni qu'on a signé pour cet hôpital. Mais il faut aussi rappeler que 80% du financement de cet hôpital a été effectué par les Français. Et vous savez pourquoi? Parce que les Français ont considéré que dans la sous-région, beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de populations allaient se faire soigner en France et soit rester là-bas, ou soit, des fois, ne payaient pas les frais occasionnés
par leur évacuation. Donc, ils ont décidé de financer un hôpital de référence à 80% et l'État béninois a mis 20%. Bon, on applaudit aujourd'hui, mais bon, c'est un dossier qui a été validé sous la gouvernance du président Yahya Boni. L'État est une continuité, il s'est terminé sous Patrice Talon. Mais là encore, vous avez vu les prix d'abord, un hôpital qui s'appelle Chic, c'est un peu une gageure, hein. Excusez-moi, bon, c'est un pléonasme, oui, un hôpital n'est jamais très chic. Monsieur Sono, permettez-moi de revenir à... Vous parliez de l'ancien ministre français Barnier tout à l'heure. Cela rappelle... Il a fait 3 mois de gestion, vous avez dit. Cela me rappelle un peu un schéma de l'ancien, désormais ancien ministre Paulin Abonaïssi, qui a été quand même pendant 6 mois dans le ministre secteur de l'énergie, de l'eau et des mines. Et on aimerait savoir, c'est quoi votre avis ou votre opinion, votre observation sur son limogeage, son remplacement et l'actualité le concernant en général? Écoutez, c'est un monsieur, moi je ne le connais pas personnellement, mais d'après ce que j'ai cru lire, c'est quelqu'un qui est expert comptable ou auditeur de son État. Donc, s'il a pu affirmer avec autant de véhémence des choses qui sont assez graves, c'est pas non plus quelqu'un qui est un néophyte. Comme je vous le dis, c'est un expert comptable, un auditeur. Donc, je présume qu'avant de parler, il a dû avoir des éléments probants pour dire tout ce qu'il a dit. C'est assez déplorable, mais bon, je pense que on lui a tapé sur les doigts, puisque après il a fait acte de contrition en demandant pardon, etc. Bon, écoutez. Gagnou Soglo, on va revenir en politique, on va parler politique beaucoup plus. On a constaté que vous êtes très passionné par les questions d'économie. Il est difficile quand même de vous enlever de sur ce terrain-là, mais il y a une évidence, c'est qu'en 2026, les Béninois feront face à un grand rendez-vous, un rendez-vous majeur. Des élections générales, la première fois organisées au Bénin. Les enjeux politiques sont colossaux. Et beaucoup de choses vont se faire jouer. Vous, en tant qu'acteur politique, vous l'avez rappelé tout à l'heure à maintes reprises, que vous êtes en politique il y a plus de 30 ans. Vous savez qu'à l'approche de tel rendez-vous, il y a des échanges qui se font entre acteurs politiques, des compromissions, si on peut le dire même parfois, ou des compromis tout au moins. Alors, Gagnou Soglo, lui, ses compromis sont avec Boni Yayi? Moi, je n'ai aucune compromission avec qui que ce soit. Compromis d'abord. Bon, compromis... Je n'ai aucun compromis avec que ce soit le président Boni Yayi ou avec le président Ngouiti. Ce sont des personnalités importantes. L'un a été chef de notre État pendant 10 ans. L'autre a été à maintes reprises président de l'Assemblée nationale. Oui, aller les rencontrer, discuter avec eux, je pense que c'est utile. On apprend tous les jours, ils ont une expertise, une expérience que je n'ai pas. Et donc, il est clair que quand on voit les enjeux, comme vous le dites, moi je dis, on a mis en place un système, on a joué avec cette soi-disant réforme du système partisan pour exclure, pour empêcher des gens de pouvoir compétir et pour pouvoir avoir la mainmise sur l'économie de notre pays. Parce qu'au-delà des questions politiques, hein, parce qu'on parle de politique, mais je vais être trivial. Derrière tout ça, là, derrière cet enfumage, parce qu'il faut parler d'enfumage, d'accord? Parce qu'on crée des... Bon, tout ça, là, ok, c'est de l'enfumage, mais derrière cet enfumage, il y a une réalité. Qui enfume qui? Il y a une réalité, c'est l'économie. Monsieur Kader. Oui, vous avez parlé d'enfumage. Oui. Derrière l'enfumage. Oui, qui enfume qui? Mais écoutez, il y a bien quelqu'un qui enfume quelqu'un. Oui, justement, qui? Oui, bon, c'est Gagnou Soglo qui enfume? Non, moi j'enfume personne. Alors, qui vous enfume, vous? Mettez des noms sur les propos. Non, je dirais, ceux qui nous enfument aujourd'hui, c'est ceux qui sont au pouvoir, qui font passer une loi électorale. Mais dites-moi, on a tous entendu, moi je ne suis pas un expert, je ne suis pas un juriste comme ma mère, je ne suis pas un expert comme M. Jean-Baptiste Elias, mais je me rends compte de quelque chose. Là où on devrait pouvoir faire simple, on enfume les gens. Dites-moi, parce que c'est de l'enfumage ça, ce code électoral,
où, au départ, même s'il n'était pas merveilleux, mais on avait un système qui tenait la route, où dans le code électoral, on s'appuyait sur ce qui était dans notre Constitution, à savoir une proportionnelle à 10%, hein, et donc quelqu'un pouvait se lever, un parti politique, et se dire, ok, je n'aurai pas des voix, je n'aurai pas de députés au nord, mais je vais en avoir dans le Lemay, je vais en avoir un peu à Cotonou, je n'en aurai pas dans le Mono, mais je représenterai les électeurs qui ont voté pour moi. Aujourd'hui, pour corser le tout, il y a quelques personnes qui sont chez eux, dans leur salon, et qui réfléchissent en disant, bon, comment je peux enfumer et parvenir à faire en sorte que les gens ne puissent pas aller aux élections. Bon, on fait d'abord les 10%, mais après on dit, ah non, 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 pour corser le tout, c'est 20% dans chaque circonscription. Mais ceux qui sont les deux mamelles du pouvoir du président Talon, les deux mamelles? Oui, les deux mamelles. Bon. Ah bon? Le BR et l'UP, bon, peuvent s'entendre pour former une coalition et pour pouvoir nous enfumer, pour pouvoir rester au pouvoir ou envoyer des gens dont les populations n'auront pas forcément voté pour elles. Et donc, vous voulez que nous, on soit s'entuber, là? Excusez-moi, et j'entends un terme qui est inapproprié, mais pour dire, mais on t'entube, et tu vas devoir sourire, et dire, ah oui, 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 ce que tu fais est normal. Non, ce n'est pas normal. Faut-il donc réviser, procéder à la relecture de ce code ou l'annuler? Non, mais, écoutez, si on veut préserver la tranquillité dans notre pays, et si on veut être sérieux, on n'a qu'à faire en sorte, qu'est-ce qu'il y avait de différent entre 2016, ce qui a permis au président Talon d'être élu normalement, ce qui n'a pas été le cas en 2021, mais il faut reconnaître, en 2016, c'est ce système qui lui a permis d'arriver au pouvoir. Dites-moi, il était si mauvais que ça? Non, il n'était pas si... Mais vous avez dit tout à l'heure qu'il n'était pas merveilleux, ce système. Non, mais d'accord, mais... C'est-à-dire qu'il y avait une nécessité de réforme. Non. Ce qu'on a demandé... Est-ce que le nombre de partis politiques qu'on avait au Bénin autrefois, Gagné Ousouglo, en tant qu'acteur politique, oui. regarde votre parcours quand même respectable. Oui. Est-ce que vous aussi, si vous avez pris le pouvoir en 2016, vous n'auriez pas jugé utile d'effectuer des réformes dans ce secteur? Là, je vais vous dire, la réforme fondamentale que nous souhaitions, c'était le financement des partis politiques. Mais dites-moi... C'est opérationnel aujourd'hui, non? Oui, mais dites-moi, il y avait plus de 200 partis politiques au Bénin. Est-ce que c'est la loi qui a emmené des partis politiques de se regrouper autour de cette formation politique qu'on a appelée l'un? Vous vous rappelez? C'était des formations politiques qui se sont regroupées et qui ont formé l'un. De la même façon, il y a des formations politiques qui se sont retrouvées, ce n'est pas la loi qui les a contraints, c'est eux-mêmes qui se sont dit, on va se retrouver autour des FCBE. Mais soyons sérieux, vous avez 200, 300 partis politiques. En quoi c'est dérangeant? Car on a constaté quoi pendant près de 30 ans? Qu'il y avait finalement à l'Assemblée nationale entre 5 ou 7 partis réellement représentés. Vous savez, en France, on parle toujours de la France, on la cite quand ça nous arrange, mais il y a plus de 200 partis politiques. Mais combien sont à l'Assemblée nationale? Il y en a très peu. Donc, pourquoi par la loi? Vous voyez, ce qui est détestable chez nous, c'est qu'on se sert de la loi pour restreindre les gens. Vous voyez, il n'y a que chez nous qu'on voit ce genre de choses. C'est-à-dire que la loi, on se sert de la loi pour à la fois faire ce système de parrainage, mais ce système de parrainage, demain, il me frappe aujourd'hui, moi, mais il frappera toutes les personnes qui vont venir, qui n'auront pas eu la chance d'avoir des formations politiques avant leur création. Et donc, vous allez voir quoi? Un système où ce seront toujours les mêmes qui seront toujours là. On ne peut pas accepter ça. Ce qui veut dire que le système, la réforme du système partisan appauvrit le totalement. pluralisme. Merci. Il appauvrit le pluralisme. La réforme du système partisan était là pour amener plus de transparence, d'équité et de pluralisme. Aujourd'hui,
On voit totalement le contraire. Mais Gagné Soglo, vous aujourd'hui, lorsqu'on vous entend parler en filigrane, est-ce que vous avez l'ambition de mettre sur les fonds baptismaux une formation politique ou de ressusciter la Renaissance du Bénin? Vous savez, ma mère est morte dans mes bras. Et la seule chose qu'elle m'a demandé, ni mon père, ni mon frère n'étaient là, malheureusement. Et je vous remercie parce que je tiens à rappeler à mes concitoyens que Gagné Soglo n'acceptera pas que le 25 juillet 2025, il y ait des regroupements touchant à la mémoire de ma mère sans que nous en soyons informés. On ne va pas galvauder la mémoire de Rosine Vieira Soglo sous l'autel des intérêts politiques de gens qui vont rappeler sa mémoire, son combat, sa vigilance, son honnêteté, son intégrité. Et je dirais que moi, qui ai emmené pendant ces dernières semaines, ces derniers mois, ma mère dans sa dernière demeure, je resterai vigilant. Maintenant, pour répondre à votre question, comme je le dis, ma mère est décédée dans mes bras. Et elle m'a fait lui jurer deux choses. La première, c'est que je m'occupe de mon père. Et c'est pour cette raison que je vis chez mon père. C'est elle qui me l'a demandé. La deuxième, c'est de tout faire pour que sa formation politique ressuscite. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je peux vous certifier que je tiendrai mon engagement vis-à-vis de ma mère, quel qu'en soit le prix. Et la politique, elle n'est pas faite pour les enfants de cœur. Je tiens à vous dire que c'est quelque chose d'important. On y perd la vie, on va en prison. Certains de nos concitoyens sont en prison. Mon engagement politique a failli me coûter la vie. Nonobstant ce que le gouvernement a voulu faire croire à mes concitoyens de façon totalement vile et déplacée, que on ne m'avait pas tiré dessus, que je voulais soi-disant me tirer la couverture à moi. Mais je rappellerai à celles et ceux qui ont dit ce genre d'énormité et de bêtises, que mon père a été président de la République, mais je ne me suis pas prévalu de quoi que ce soit quand il l'était. Et donc, la politique, elle est sérieuse. Et parce que vous vous battez pour un idéal. Et moi, mon idéal, c'est les gens. Et comme je vous l'ai dit, moi, j'aime les gens. Si vous n'aimez pas les gens, vous n'allez pas vous battre pour eux, même au quotidien. Vous n'allez pas leur donner de la considération, de l'amour. Vous allez peut-être rire, mais sans amour, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de vision. Vous, votre âme, c'est l'amour. Je dirais que mon âme, c'est le fait que je n'ai pas choisi de naître dans la famille de Rosine Vieira Soglo, de Nicéphore et de ma mère. C'est une loterie. Pourquoi, selon vous, la RB doit-elle être ressuscitée? Parce que la RB a une âme. Et cette âme, c'est d'abord et avant tout Rosine Vieira Soglo. L'honnêteté, la parole donnée, l'intégrité. Vous savez, j'ai été 4 ans ministre. Si aujourd'hui je peux venir sur votre plateau, m'exprimer librement, je n'ai rien volé. Et donc je peux m'exprimer. Si mes parents ont pu s'exprimer librement, ils n'ont rien volé. On est au service du peuple. D'accord? Sinon, on fait autre chose. On fait des affaires, on gagne de l'argent. Mais vous ne pouvez pas rentrer en politique, comme trop souvent dans nos pays, c'est pour vous servir. Quand moi je vois des acteurs politiques de là où ils viennent, ça ne veut pas dire que tous sont comme ça. Mais certains, de là où ils viennent, et comment ils construisent leur maison, vous vous dites, mais le monsieur, c'est quoi son métier? Qu'est-ce qu'il a fait, lui, pour... On ne veut pas se poser ce genre de questions. Comme les populations sont pauvres, elles détournent le regard et se disent, bon, c'est pas grave, chacun prend son compte et chacun vient à la marmite. Mais c'est pas comme ça qu'on gère un pays. La gestion publique n'est pas une gestion privée.
Fondamentalement, il y a une grande différence. Gano Soglo, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Une ou deux petites questions pour conclure cette émission. On dit que 2026, pour la plupart des observateurs de la classe politique, sera un duel par procuration entre Patrice Talon et Boni Yayi. Qu'est-ce que vous en pensez et que préconisez-vous? Écoutez, c'est les deux acteurs majeurs. C'est les deux anciens présidents de notre pays. L'un est... sortant. Enfin, l'un est actuellement là. Hein, sortant, c'est vous qui le dites. Vous ne croyez pas que Patrice Talon est partant? Non, pas du tout. Pourquoi? Mais ça, c'est mon point de vue. Quels sont les signaux qui légitiment votre posture? Vous savez, monsieur Kader, quand notre président nous a certifié qu'il était là pour un mandat de 5 ans, la main sur le cœur, jurant devant nos populations, je faisais partie de ceux qui ont toujours pensé que, bon, enfin, il allait... mais pour le mandat unique, constitutionnellement, il pourrait faire un second mandat. Là, aujourd'hui, est-ce que constitutionnellement... c'est pas une question... Est-ce que constitutionnellement, à l'heure actuelle, vous savez, monsieur Kader, Patrice Talon peut faire un troisième mandat? Je me rappelle ce que ma mère lui disait. Monsieur le Président, pourquoi voulez-vous couler dans le marbre cette question d'un mandat unique? Si vous voulez faire 5 ans, vous faites 5 ans, et au bout de 5 ans, vous partez, vous soutenez peut-être le candidat de votre choix, et le peuple avisera. On nous a bassiné les oreilles pour ce mandat unique, pour finalement voir en 2021 des candidats embastillés, en 2019 on tire sur des gens, et vous voulez me faire croire à moi que le président aujourd'hui, la main sur le cœur, il dit tout... Selon ses propos et selon ses militants, il a été... attendez, sa réélection a été suscitée. Madame, oui, bon, sa réélection a été suscitée, bon. Vous savez, ça, je crois que quelque part, dans votre âme et conscience, vous ne croyez pas en ce que vous dites, parce que on peut susciter des gens qui vont crier et vous dire, bon, vous voyez, on a vu ça sous des anciens présidents, les Mobutu, etc. Bon, on suscitait, on criait pour eux. Bon, on sait comment ça se passe. Mais je veux dire, plus sérieusement, quelqu'un qui vous dit, alors que vous ne lui dites rien, vous ne lui demandez rien, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. Et pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, il fait le contraire. Mais dites-moi, vous savez, les Blancs appellent ça le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire, tu finis par aimer celui qui te fait du mal. Mais moi, je n'ai pas le syndrome de Stockholm. Hein. Quelqu'un qui m'a expliqué 1 fois, 2 fois, 3 fois qu'elle allait faire ça, mais qui fait totalement à 360 degrés le contraire. Donc, vous voulez que... tient pas ses promesses. Non, mais attendez, mais c'est pas... ce que nous disons est factuel. Mais on est convaincu d'une chose, Gano Soglo, vous êtes d'accord avec moi sur ce point, qu'à l'heure actuelle, constitutionnellement, Patrice Talon ne peut pas... C'est vous qui le dites. Je vais vous donner un scénario improbable. Je vais vous donner un scénario improbable. Avec la loi électorale, des 20%, 10%, on peut arriver à un casus belli. Et là, on se dit, waouh, aucune formation ne peut aller à l'Assemblée parce que personne n'a... Non, plus les 20%. Voilà. On est éligible au partage des sièges. Voilà. Et donc, qu'est-ce que peut dire la Cour constitutionnelle? Ah, on va devoir reprendre les élections. Les députés vont devoir revoir la loi. Donc, on redonne à nos députés quelques mois, 1 an, 2 ans, 3 ans pour réfléchir à une nouvelle loi. Et de facto, le chef de l'État, il va rester puisque la situation, elle est bloquée. Vous savez, je ne veux pas être un apprenti sorcier, mais je vous invite à lire le livre que j'ai écrit suite à ce que j'ai vécu. Dans ce livre, je disais, le prochain président de la Cour constitutionnelle sera tel monsieur. Quand je l'écrivais, certains de mes compatriotes ont lu ça, quand je leur ai montré, ils m'ont dit, mais comment tu peux écrire que ce monsieur-là sera le prochain président de l'Assemblée nationale, de la Cour constitutionnelle. Mais je dis, mais vous savez, le président Talon nous connaît, mais moi je le connais aussi un peu. Et je sais que ça va être ce monsieur. Et 1 an plus tard, c'était ce monsieur qui est devenu président de la Cour constitutionnelle. Je vous dis, on peut en arriver à une situation de blocage. Si nous avons une situation de blocage, on va, dans 2-3 ans, on sera là encore pour refaire la loi. Alors, Gano Soglo, avant de conclure cet entretien, quand même vous interroger quand même sur vos ouvrages. C'est vrai qu'il est quand même difficile de vous avoir. Alors, Monsieur Kader. Une fois qu'on vous a,
Vous avez écrit des ouvrages récemment. Vous avez écrit un après ce qui vous est arrivé, de façon sommaire et expéditive. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'acheter cet ouvrage-là ou de le lire, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Moi, ils peuvent retenir que j'aime mon pays et que la famille Soglo est une vieille famille de notre pays. Et qu'au-delà de Nicéphore Soglo, du général Soglo qui a été président, la famille Soglo a toujours été à côté des rois d'Abomey. Et donc, dans cet ouvrage, c'est ce que je rappelle à travers mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon père. Et aussi, je relate ce qui m'est arrivé. Et j'ai un regard, oui, critique de la gouvernance du président Talon. Et je termine avec cette note d'espoir en disant qu'il faut y croire. Vous savez, ça peut durer le temps que ça va durer. Mais si on y croit dans son cœur, si on a la conviction qu'on ne se bat pas pour soi, mais pour les autres, à un moment donné, les mains de nos ancêtres, Dieu vous accompagne dans ce combat. Moi, je n'ai pas peur de la traversée du désert. C'est pas facile, c'est pas évident. Vous prenez des coups, vous êtes souvent seul, mais c'est une trajectoire qui est louable quand on aime son pays et surtout quand on veut du bien à ses concitoyens. Le président Patrice Talon a été victime d'une tentative de coup d'État. Comment avez-vous vécu cet événement, Gagnou Soglo? Si c'est avéré, je trouve ça totalement déplorable. D'autant plus que ça vient de ses plus proches. Et donc, on devrait pouvoir emmener à un changement sans arriver à faire des coups d'État. Je pense que ce qu'il faut dire à nos concitoyens, c'est vous qui avez la clé. C'est vous les vrais acteurs. Oui, un pouvoir peut vous embastiller, peut vous faire peur. Mais si vous êtes dans votre droit, si vous pensez que ce que vous vivez n'est pas juste, vous devez vous exprimer et le dire clairement. Le dire clairement. Et donc, c'est donc ça le message que vous pouvez le passer à quelques mois des élections générales de 2026. Oui. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et à Ricky Madougou, Jolo-Frédéric Caïvo et à Sébastien Germain Javon, Léa Di Soglo, Valentin Agassou-Dianotin, qui espèrent quand même une inversion de la situation. Est-ce que vous pensez que l'opposition actuelle, avec les démocrates, ont les leviers conséquents à une loi d'amnistie pour sortir Ricky Madougou de prison? Je l'espère. Vous savez, on le souhaite. Mais c'est par le combat qu'on va y arriver. Parce que quand j'entends... Quel combat? Le combat républicain. Mais le combat républicain passe très souvent aussi par la rue. Mais je vais vous dire, quand j'entends... Quel type de rue? Quand j'entends le président de la République nous dire que le pardon est une faute, alors que lui-même a eu la chance d'être pardonné par un ancien président, c'est nous dire le chemin, le gap qui nous reste à accomplir. Mais je crois, moi, dur comme fer, que le peuple est souverain. Si ce peuple désire ardemment un changement, il arrivera. Vous savez, pour terminer, dans cette loi électorale, si on disait à 19h, à 20h, M. Kader, les bureaux de vote ferment et chacun compte, alors là, vous aurez ce qui s'est passé au Sénégal, au Bénin. Mais comme les gens ne veulent pas ça, on vous dit « Ah non, 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 il ne faut pas compter dans les bureaux de vote ». Vous trouvez ça normal? Nous devons nous battre pour ça, pour faire en sorte que demain, dans chaque bureau de vote, on puisse compter le nombre de voix qu'aura tel ou tel candidat. Gagnou Soglo, nous sommes à la fin de cet entretien. Nous allons même extrapoler avec quelques minutes. Vous allez regarder droit dans votre caméra. C'est un rituel sur ce plateau et vous adressez à tous ces sympathisants qui ont bien voulu suivre cet entretien et à ces Béninois qui sont remplis d'espoir pour 2026. Encore une fois, merci à vous. Surtout, je remercie Kader et Madame qui m'ont accompagné pendant cette heure de rendez-vous hebdomadaire. Vous dire que j'ai foi en l'avenir de notre pays. Je remercie votre émission qui m'a donné l'opportunité de m'exprimer devant vos éditeurs. Et j'espère que je serai de nouveau invité sur votre plateau pour
un autre exercice de ce style. C'est à nous d'espérer aussi que vous serez disponible quand on fera appel. Merci à vous, Ganiou Soglo, pour ce moment d'échange. Chers amis internautes, on retiendra de cet entretien qu'à l'entame, notre invité nous a rassuré qu'il va bien et que Rosine Vieira Soglo ne nous a pas quittés, qu'elle est toujours avec nous. Et il a eu à commenter la réforme du système partisan et le code électoral. Pour lui, ces lois sont restrictives. Il a argumenté dans ce sens-là. Il a fait référence à la conférence nationale des forces vives de février 1990, dont il a vanté les mérites au cours de son argumentaire. Pour lui, ces réformes-là constituent des caisses de résonance pour restreindre l'espace ou le champ politique. Pour lui, la sincérité de vote est remise en cause avec les dites lois qui ont été votées et qui sont en application, qui régentent le cadre électoral. Pour lui, en 2019, l'opposition a été exclue et cette exclusion a matérialisé le verrouillage de la classe politique, ou pas de la scène politique. Il a argumenté également dans ce sens-là en se référant au fait que si l'ancien président Thomas Boniaï en 2016 avait voulu verrouiller la scène politique par des lois, il aurait pu le faire car il était président de la République. Il a fait savoir en lançant un petit pic qu'on a tous un cerveau pour réfléchir et donc pour lui, il ne faut pas prendre certains peut-être pour un con. Ganiou Soglo a rappelé au cours de cette émission qu'il est un acteur politique avec plus de 30 années d'expérience politique sur le terrain politique. Et lorsqu'il a été interrogé sur les questions politiques, il a voulu être un peu évasif et donc il a parlé beaucoup plus d'économie, des enjeux de la TVA. Il a parlé de l'injustice sociale sous Patrice Talon, injustice fiscale autant pour moi sous Patrice Talon, en parlant des PME et des PMI, de la politique de consommation. Il nous a édifié sur cette thématique au cours de cet entretien-là. Il a laissé entendre que trop d'impôts tue l'impôt. Il a argumenté cela également dans ce sens-là. Il a fait savoir ses ambitions pour l'économie de son pays, notamment le Bénin. Il a invité de façon subtile l'État à subventionner les dialyses pour les dialyser. Pour lui, Patrice Talon a appliqué une politique brutale néolibérale pour ce qui est de l'économie béninoise. Pour lui, on doit respecter et accompagner les paysans, a-t-il laissé entendre au cours de ses propos. Lorsqu'il a été interrogé sur ses rapports avec les acteurs de la classe politique, toutes tendances confondues, il a fait savoir qu'il n'en veut à personne, qu'il n'a de problème avec personne et qu'il a même des relations plus ou moins particulières avec certaines personnalités du parti politique, les démocrates. Il n'a pas été très bavard sur la question. Il a fait savoir qu'il met au défi un concitoyen, quelle que soit sa nature, de monter au créneau pour dire que lui, Ganiou Soglo, a eu abusé de sa position lorsqu'il était fils du président Nicéphore Dieudonné Soglo ou lorsqu'il a été ministre au gouvernement de l'ancien président Thomas Boni-Yayi. Il l'a fait savoir lorsqu'il a été interrogé par ma collègue Abiliga Elaibi sur ses relations avec son frère Léa Divinayon Soglo et Nicéphore Dieudonné Soglo, qui ne veut pas parler des autres membres de la famille Soglo parce qu'il n'en est pas le porte-parole, peut-on déduire à travers son argumentaire. Pour lui, Ganiou Soglo est indépendant et donc il n'est pas resté étranger à ma description à l'entame de cet entretien. Il a fait savoir également au cours de cet entretien que Patrice Talon et Claudine Talon n'ont pas pris de ces nouvelles malgré les liens qui les lient après qu'il s'est fait tirer dessus. Il est monté au créneau également pour dire également que 80% de la dette est extérieure. Et il a argumenté cela, bien évidemment, avec des arguments technique soutenable. Il a parlé également du financement du chic. Il s'est interrogé de savoir si la zone industrielle de Glodjibé participe-t-elle au PIB du pays. Interrogé par Billy Laibi sur les propos tenus par Paulin Akonan devant les populations de Parakou. Ganiou Soglo a rappelé que Paulin Akonan est un expert comptable et auditeur et donc s'il parle, il sait de quoi il parle. Juste que Ganiou Soglo a déploré le fait qu'il puisse remonter au créneau une fois encore juste après pour ravaler ses vomissures. Si on veut préserver la tranquillité du pays, on doit relire les lois électorales. Peut-on déduire également des propos tenus par Ganiou Soglo? Pour lui, ce qui est détestable chez nous, c'est qu'on se sert de la loi pour faire des choses ou régler des comptes. Il a tenu au cours de cet entretien à lancer une alerte et à mettre en garde les opportuno-profito-situationnistes politiques sur le fait que le 25 juillet prochain ne doit pas être l'occasion de regroupement sous le vocable d'hommage à Rosine Vieira Soglo, figure emblématique de la Renaissance du Bénin. Pour lui, aucun regroupement ne doit avoir lieu le 25 juillet en l'honneur et en la mémoire de Rosine Vieira Soglo sans l'approbation des Soglo. Car pour lui, il ne faut pas galvauder la mémoire de Rosine Vieira Soglo. Il a fait savoir à travers une confidence que Rosine Vieira Soglo lui a demandé de
d'entretenir de bons rapports avec son père, l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, et également de ressusciter la renaissance du Bénin, la RB. Il a eu, en fin d'émission, à rappeler l'intégrité des Soglo, si je peux le dire ainsi. J'espère que j'ai été fidèle plus ou moins à vos propos. C'est génial. Merci à vous, Gani Soglo, Bilaibi. Merci pour avoir conduit avec moi cet entretien.